Bienvenue dans cette analyse, inspirée d'un article du blog Tu savais ça, qui, comme à son habitude, nous livre des informations strictement inutiles et donc rigoureusement indispensables. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la langue française, un tout petit mot qui en dit très long. Imaginez un peu la scène, on est dans un café parisien, ça bourdonne de partout, les serveurs filent entre les tables, et au milieu de tout ce bruit, on capte un bout de conversation. Question toute simple, tu viens ce soir? Et la réponse, elle claque comme une évidence. Bah oui. Juste à côté, une autre table, autre sujet, la météo, un classique. Tu penses qu'il va pleuvoir? Et la réponse, tout aussi directe, bah non. Et puis, arrive la question qui fâche un peu. Pourquoi t'es en retard? Et là, la réponse, ce n'est même plus un mot, c'est un soupir. Les transports. Voilà. 3 petites scènes, 3 bah. Ça a l'air de rien comme ça, pas vrai? Et pourtant, ce tout petit son, cette syllabe unique, c'est un véritable concentré de culture française. Alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière ce mot? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pour commencer à percer le mystère, il faut regarder du côté de ce qu'on pourrait appeler sa grammaire invisible. C'est un ensemble de règles que tous les francophones connaissent par cœur, mais sans jamais les avoir apprises. La mécanique est vraiment fascinante. Un bah oui, ça veut dire que la réponse est évidente et qu'on est même un peu agacé de devoir le dire. Le bah non, c'est une négation plutôt décontractée. Bah si, là on contredit son interlocuteur et avec de l'énergie. Bah alors, c'est la surprise un peu tentée de reproche. Et puis il y a le bah qui s'étire, celui de la résignation, de l'hésitation. C'est tout un langage en fait. Et ce n'est pas juste une impression, c'est mesuré. Des études sociolinguistiques montrent que dans plus d'un tiers des cas, 34% pour être exact, le bas sert à marquer l'évidence. Juste après, à 28%, on a la résignation, puis la désinvolture et l'agacement. Ces chiffres le prouvent. Ce petit mot est un vrai couteau suisse de la conversation. Mais alors, pourquoi est-il si français au fond? Si on cherche des équivalents, en anglais, il y a well, mais c'est trop réfléchi. L'allemand a naya, qui sonne un peu lourd. L'espagnol a pues, souvent trop affirmatif. Et puis il y a le bé italien. C'est un cousin proche, c'est vrai. Mais la musique n'est pas la même. En fait, aucun ne réussit à capturer ce mélange si particulier d'agacement poli et de fatalisme léger. D'accord, mais d'où vient ce drôle de mot? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Son histoire est incroyable. Tout commence au XIIe siècle avec « bas », une simple interjection de surprise. Au Moyen-Âge, avec les guerres, les épidémies, il se transforme en soupir de fatalisme. Au XVIIe siècle, changement radical d'ambiance, il s'invite dans les salons chics et devient un outil de conversation. Et c'est au XIXe qu'il se répand partout et devient le bas que l'on connaît aujourd'hui. Quel parcours! Alors, maintenant qu'on a vu la grammaire et l'histoire, on arrive au cœur du sujet. Parce que le bas, en fait, c'est toute une philosophie de vie. On peut la résumer en 3 temps. D'abord, il y a l'art de l'évidence un peu agacé. C'est une façon de dire que la question était bête, mais sans vouloir être méchant. Ensuite, il y a le soupir du fatalisme, cette façon de dire « bon, c'est comme ça, on n'y peut rien ». Et enfin, c'est un super outil pour ne pas donner un avis trop tranché, pour rester dans le flou. D'ailleurs, la façon de l'utiliser en dit long sur la personne qui parle. Dans les milieux bourgeois, il serait discret, presque chuchoté, naturellement. Dans un contexte plus populaire, il sera bien plus sonore, ouais. L'intellectuel va s'en servir pour ajouter de la nuance, le manager pour gagner du temps. Par contre, il y a des endroits où il est totalement interdit, au journal télévisé ou en diplomatie par exemple, trop peu neutre. On revient une seconde sur cette idée de fatalisme parce qu'elle est centrale. Le fatalisme, c'est cette idée que les événements sont inévitables et qu'on est impuissant. Eh bien, cette idée est parfaitement capturée par un simple son « bah ». C'est fou, non? Là où il faut toute une phrase dans d'autres langues pour dire « on n'y peut rien », le français s'en sort avec un simple souffle. On arrive au bout de cette exploration. Et on comprend que le bas est bien plus qu'un mot. C'est une véritable signature sonore de la culture française. Et ce n'est pas un truc du passé, au contraire, il s'est hyper bien adapté à notre époque. On le retrouve écrit partout, dans les mails, les SMS, sur les réseaux. C'est devenu une astuce pour rendre l'écrit plus vivant, plus proche de la conversation orale. Et, petite anecdote pour la route, même Victor Hugo l'a utilisé. Dans Les Misérables, quand Gavroche crie « bah », ce n'est plus du tout un soupir, c'est un cri de défi, de courage face au danger. La preuve ultime de son incroyable richesse. C'est ça, le point essentiel. Toute cette histoire, c'est celle d'un seul son, un son intraduisible qui est devenu un véritable élément culturel, au point qu'on l'enseigne dans les cours de français pour étrangers.
Parce qu'au fond, le but du bas, ce n'est pas de dire quelque chose, c'est de montrer une attitude. C'est cet art très français de mélanger l'évidence et la désinvolture, le fatalisme et l'ironie. Ce n'est pas un mot, c'est une mise en scène. Ce qui nous amène à une dernière question. Ce son, qui semble si anodin, si vide, structure en fait nos conversations. Il adoucit nos certitudes, il porte nos soupirs. Alors, et si finalement, le son le plus vide était aussi le plus parlant ?